Nombreux sont ceux qui ignorent les négociations ayant mené au dénouement de grandes crises politico-militaires mondiales. Ainsi, le documentaire Plot for Peace, produit par l'organisation non gouvernementale sud-africaine African Oral History Archive, raconte comment Monsieur Jacques, un homme d'affaires proche du pouvoir français, est devenu un médiateur dans les crises aux ramifications souvent complexes en utilisant ses relations avec les dirigeants politiques du monde afin de faciliter le retour à la paix, notamment en Afrique du Sud. 25 ans après la signature des accords de Brazzaville, catalyseur dans la chute du régime d'apartheid, Jean-Yves Olivier, alias Monsieur Jacques, dépoussière les archives et sort de l'ombre. Jean-Yves Olivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes un homme d'affaires français, vous êtes spécialisé dans le commerce des matières premières. Vous êtes également un expert en politique parallèle, ce qu'on a appelé la diplomatie parallèle même, et puis surtout vous êtes l'instigateur du complot pour la paix. Alors vous allez nous en dire un petit peu plus. Est-ce que vous êtes prêt à faire le point? Bien sûr. Selon votre propre formule, donc vous êtes un négociant en politique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire? Négociant parce que je crois que j'ai développé au fur et à mesure des années dans mes affaires des qualités de négociant. C'est-à-dire que je ne prends pas parti, je ne suis pas engagé. J'essaye de définir qu'est-ce qui fait plaisir aux uns et qu'est-ce qui fait plaisir aux autres, et essayer de rejoindre les deux bouts. Quelquefois d'ailleurs en passant par des cercles, c'est-à-dire je crée la demande à travers d'autres pour finalement arriver à ce que je veux avoir. Donc c'est une négociation, je suis négociant. Comment ça se passe quand vous abordez vos interlocuteurs? J'ai toujours joué le jeu de la franchise, en partant d'ailleurs du principe que mes interlocuteurs sont des gens informés. Ils ont des services secrets, ils savent qu'ils ont essayé de faire des petites recherches pour savoir qui je suis. Et quand je vois le président de Santos pour la première fois, par exemple, je n'allais pas lui cacher que 2 jours avant, j'étais chez Savimbi. Mais peut-être que quelque part, en abordant ce côté franc avec mes interlocuteurs, ils vont reconnaître en moi quelqu'un avec qui on peut discuter, puisque je ne suis pas partisan, ni d'eux, ni des autres. Et puis vous êtes en coulisses, donc finalement il n'y a rien d'officiel. Est-ce que il n'y a rien d'officiel. Si vous disent les engagent quand même ou pas? Non, absolument pas. Ils les engagent vis-à-vis de moi. D'ailleurs, c'est ce qui ouvre une autre porte. C'est-à-dire que s'il y a échec, l'échec ne m'est uniquement attribué, ça ne va pas être attribué à mon interlocuteur, que je vais de toutes les façons préserver. Le film dans lequel vous êtes le personnage principal s'appelle Plot for Peace, le complot pour la paix. J'aimerais bien que vous nous racontiez avec vos mots à vous un petit peu ce documentaire. Écoutez, c'est un documentaire qui a été fait par une ONG. L'objectif était de raconter une partie de ma vie, une aventure que j'ai eue. Je dis une aventure parce que ça a été quand même une aventure, puisque dans une aventure, on ne sait jamais où on va, hein. On ne sait jamais comment ça se finit, il n'y a aucune garantie qui est donnée. J'ai eu le sentiment que je pouvais jouer un rôle dans la fin de l'apartheid et faire que l'apartheid puisse mourir en paix, parce que j'avais des clés, j'avais des connaissances, j'avais des amis, et le premier objectif du complot pour la paix a été de réouvrir un dialogue qui s'était totalement bloqué, d'une part parce que les interlocuteurs ne se faisaient plus confiance lorsqu'il y avait eu des négociations directes, par exemple entre le Mozambique et l'Afrique du Sud, mais également parce que les sanctions interdisaient ces dialogues. Les sanctions contre l'Afrique du Sud. Les sanctions contre l'Afrique du Sud étaient des sanctions très dures, parce qu'elles touchaient le commerce, mais pas tous les commerces. Le charbon y échappait, l'exportation d'agrumes y échappait, mais elles étaient très dures dans les contacts, c'est-à-dire il y avait une interdiction absolue au niveau des communautés européennes, par exemple, à ce que des officiels voyagent en Afrique du Sud. Les ambassadeurs n'avaient pas le droit de prendre des contacts avec les autorités, c'est-à-dire que, par exemple, l'ambassade de France était fermée, au sens où l'ambassadeur y vivait, mais n'avait pas le droit de recevoir qui que ce soit. Donc il y a un manque de dialogue, la communauté blanche ne se voit pas offrir une porte de sortie, donc ce braque devient très violente, comme on l'a vu, et parce que c'est une question, ils ont l'impression que c'est une question de survie pour eux. Il faut qu'ils gagnent, il faut qu'il y ait la destruction de l'un pour que l'autre puisse survivre.
Donc je vais essayer surtout, et c'est un petit peu l'histoire de ce film, de réouvrir des canaux de négociation dans le plus grand secret et en faisant en sorte, en espérant, et je crois que j'y suis arrivé, que les gens me fassent confiance et que je ne les amenais pas dans un piège. Et vous n'avez pas eu peur au tout départ lorsque l'idée vous est venue d'utiliser vos réseaux et vos connaissances comme ça? Vous savez, la peur, c'est quelque chose qui intervient toujours après. C'est pas la peur qui intervient au monde. Je fais toujours cette analogie avec un accident de voiture. Vous êtes dans une voiture, il y a un accident devant vous, vous vous arrêtez, vous garez peut-être très mal votre voiture. Quand vous allez sortir, vous allez peut-être vous salir le pantalon. Vous ne réfléchissez pas au fait que vous êtes attendu pour dîner et que la maîtresse a préparé un soufflet et qu'elle va vous attendre longtemps. Vous voyez, vous savez, vous vous rendez compte que vous pouvez apporter de l'aide à ceux qui ont eu l'accident en face de vous, vous le faites d'une façon instinctive. C'est seulement à la réflexion après que vous dites « Oh mon Dieu, mais j'ai coupé la ligne jaune, je me suis mal garé, oh là là, il aurait pu m'arriver quelque chose de pire ». Donc la peur est rétrospective, elle n'a pas lieu pendant l'événement. Alors 30 ans après la fin de l'apartheid, le film sort. Quel accueil est-ce qu'il a reçu? Comment ça s'est passé? Écoutez, c'était une grande surprise pour moi, parce que moi je raconte une histoire, je veux dire, qui était là pour témoigner. Et j'étais poussé en cela par mes comploteurs, ceux qui m'ont aidé. Il faut que tu racontes ton histoire, on peut pas... Parce que nous aussi, on veut que cette histoire soit racontée. Et puis, ce film a été très bien reçu. Il a gagné de nombreux festivals. Pour un documentaire, il sort dans des salles, ce qui est assez exceptionnel. Mais je crois qu'aussi, les gens y trouvent un aspect des choses qu'ils ne soupçonnaient pas. La nouvelle génération a oublié qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent dans la libération de l'Afrique du Sud et dans la fin de l'apartheid, comme par exemple la guerre froide, qui, dans ces périodes-là, jouait leur plein. Par exemple, la guerre avec les pays voisins, les incursions dans les pays voisins, la déstabilisation que l'on essaie de faire dans les pays voisins. Tout ça était un petit peu ignoré du grand public. On résumait un petit peu la fin de l'apartheid avec une partie des efforts qui a été fait, qui était ce qu'on appelait le struggle, la résistance, la lutte, les sanctions, et on résume un peu le fait que finalement les négociations ont pu s'ouvrir. Sur ces bases-là, non, les négociations ont pu s'ouvrir avec d'autres facteurs. Ceux-là ont été importants, mais il y a eu d'autres choses qui se sont passées. Alors qu'on pleure encore Mandela, vous avez commencé le documentaire sur cette histoire qui implique l'Angola. Donc on parlait tout à l'heure de Dos Santos et Savimbi. Il fallait libérer 135 soldats et combattants africains contre un officier sud-africain. Il y avait un Français, Pierre-André Albertini, qui avait été condamné par un militant anti-apartheid aussi. Il y avait un Hollandais, Klaus de Jong, qui était depuis 2 ans et demi réfugié à l'ambassade de Hollande à Pretoria. J'ai pris tout le monde, c'est-à-dire j'ai été à large, comme on dit. De la même façon, j'ai tenu absolument que l'ensemble des prisonniers détenus par Savimbi ou par l'Afrique du Sud soient libérés. Je n'ai pas eu à choisir. Je ne voulais pas avoir à choisir celui qui allait être libéré ou celui qui a pas. Mais en voulant cela, j'augmentais la difficulté parce que finalement, je demandais aux Sud-Africains de libérer un Français, un Hollandais, 135 prisonniers de la SWAPO ou du MPLA pour une personne. Mais peut-être que le syndrome israélien a joué et que l'Afrique du Sud a tenu à récupérer son capitaine. Finalement, ils l'ont récupéré. Absolument, ils l'ont récupéré sain et sauf. Finalement, on se demande aussi quel véritable rôle ont joué les Africains. Ils étaient avec vous, il y en a qui étaient... Donc, on parle d'une époque où le communisme fait rage, vous parliez de la guerre froide. Le régime de l'apartheid est ostracisé non seulement par les régimes occidentaux, mais aussi par certains pays africains. La plupart. J'en connais pas qui étaient pour l'apartheid. Aucun n'était pour l'apartheid, mais Félix Houphouët-Boigny a essayé de négocier aussi. J'ai essayé de négocier avec Félix personnellement. Et justement, comment ça se fait que ça n'ait pas marché?
Écoutez, je crois que peut-être le moment n'était pas encore arrivé. Vous savez, le hasard de la vie fait que les événements se passent parce qu'il y a d'autres événements. Quand il y a un accident d'avion, c'est pas parce qu'il y a simplement un moteur qui n'a pas marché, c'est qu'il y a eu une conjugaison d'événements qui fait qu'à un moment donné, l'accident a lieu. Et la libération de la fin de l'apartheid n'est pas seulement moi, mais c'est de la combinaison de beaucoup de gens. Alors l'Afrique, ça c'est très intéressant, c'est que j'ai eu le sentiment qu'il fallait donner aux Blancs sud-africains un espoir de pouvoir faire partie de cette nouvelle Afrique du Sud. Or, l'antinomisme entre les deux communautés avait atteint son paroxysme. Il fallait que je conforte les Blancs sud-africains qu'il y avait un espoir pour eux. Et j'ai été chercher en Afrique ce confort. Donc j'ai très vite intégré dans ma négociation des pays comme Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, qui ont tous servi un petit peu de caution. Et le message a été passé par eux en disant « mais c'est vrai, vous êtes blanc, mais c'est vrai que vous êtes africain aussi et que vous avez votre place dans cette nouvelle Afrique du Sud. » Et le résultat est là. On parlait de Houphouët-Boigny. Denis Sassou Nguesso était communiste. Comment est-ce que vous avez réussi comme beaucoup de jeunes d'ailleurs. Bien sûr. Comment vous avez réussi à le convaincre parce que là, il a fini par accepter effectivement ses frères, entre guillemets, sud-africains, mais comment est-ce que vous avez réussi? Quel mot vous avez employé à l'époque? Est-ce que vous voulez... Je vais vous dire très simplement, et il pourra en témoigner lui-même, c'est que je lui ai dit, vous avez entre vos mains la possibilité d'aider à la libération de Mandela et d'aider à la fin de l'apartheid. On essaye de le faire ensemble? Et il m'a dit oui. Et il a aimé mon argumentaire qui était « il faut que l'Afrique s'implique ». Vous ne pouvez pas laisser aux Américains et aux Russes le soin de gérer un problème qui est africain. Il faut que l'Afrique s'implique. Pourquoi est-ce que 30 ans après, donc on disait, 25 ans après la signature des accords de Brazzaville, qui ont permis l'indépendance de la Namibie, le retrait des troupes cubaines d'Angola et puis le retrait des troupes sud-africaines de Namibie, justement, pourquoi est-ce que vous avez choisi de sortir de l'ombre? Écoutez, je crois que c'est une conjugaison d'éléments, là aussi. Comme je vous disais tout à l'heure, les choses ne sont pas aussi simples. C'est pas... Je crois que, d'abord, j'ai été, et je l'ai abordé, j'ai été poussé par mes comploteurs, qui vieillissaient, et qui voyaient le moment où ils allaient partir sans avoir pouvoir dit qu'eux aussi avaient participé à cet exercice. Et ils ont tous été là dans le film. On aurait probablement pu avoir M. Mandela si on avait commencé 3 ans avant. Je veux dire, c'était un grand regret de ma part. Donc, il y a eu ça. Il y a eu le fait que, dans le monde où j'évoluais à l'époque, il n'y avait pas Google. Donc on pouvait faire les choses secrètement, confidentiellement. On n'avait pas... Et puis après Google est arrivé. Et puis Google, quand on cherche toujours une explication, et généralement on donne des explications qui sont totalement fausses, biaisées. Il fallait aussi rétablir la vérité. Il y a aussi le fait que le président Sassou, par exemple, m'a demandé de témoigner parce qu'il estimait qu'il fallait que quelqu'un dise que le Congo avait joué aussi un rôle dans cette fin de l'apartheid. Donc c'est cet ensemble d'éléments qui a fait que je me suis d'ailleurs, ayant commencé à le faire, j'ai été jusqu'au bout de l'exercice, puisque je viens de sortir chez Fayard mes mémoires, ni vu ni connu. Alors, vous parliez de Mandela à l'instant. Si Mandela était vivant, qu'est-ce que vous pensez que sa réaction aurait été? Quoi, sur le film? Sur le film. Oh, il aurait aimé le film. Oui, parce que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il était aussi un petit peu dans le secret, puisqu'il m'a honoré de la plus haute distinction sud-africaine. Seuls ses intimes ont su pourquoi il le faisait, parce que je lui avais demandé de ne pas donner une explication à cette décoration. Ce qui me plaisait, c'est que lui, Mandela, le sache, que moi, je sais qu'il le sache. Et je ne cherchais pas forcément à ce que le reste du monde le sache. Je crois qu'il aurait aimé cette image de la réconciliation africaine aussi. Pour le 25e anniversaire de l'accord de Brazzaville, vous avez vu qu'on a invité le capitaine Dutoit. Vous avez vu que la salle avait réagi d'une façon terrible et meurtrie lorsqu'ils ont vu les horribles images de l'apartheid.
Et puis, moi, quand j'ai dû présenter le capitaine de Toit, je m'interrogeais en me disant, mais comment ces gens-là qui, quelques minutes auparavant, étaient meurtris, haïssés la nuit, comment ils allaient accueillir ce symbole même de l'apartheid. Il s'est levé, vous l'avez vu, et il a été applaudi. Et il a été largement applaudi. N'oublions pas que M. Mandela avait invité pour son inauguration son gardien de prison à sa table. Donc c'était donc la preuve que l'Afrique pouvait se réconcilier avec elle-même et qu'au lieu de continuer à regarder le passé, on pouvait regarder l'avenir. J'ai beaucoup aimé ce moment à Brazzaville. À Brazzaville, on a également parlé de République centrafricaine. Est-ce que, à votre avis, ce qui s'est passé à l'époque, on est bien conscient que ce n'est pas forcément les mêmes conditions, mais est-ce qu'à votre avis, une négociation politique du type que vous avez menée à l'époque, que ce soit aux Comores, en Afrique australe, est-ce que ça marcherait aussi aujourd'hui en RCA? Je crois que c'est un petit peu différent en RCA. En RCA, il s'agit d'une guerre civile qui est malheureusement basée sur des données ethniques ou religieuses. Je crois que là aussi, il faut s'orienter vers un petit peu ce qui s'est passé pour les Blancs en Afrique du Sud, c'est-à-dire faire comprendre aux deux communautés qu'il y a un devenir pour elles encore en RCA. C'est-à-dire qu'ils pourront se réconcilier et ils pourront vivre. Mais sur la difficulté, c'est qu'il faut trouver un Mandela qui va être la caution. Mais si on ne trouve pas un Mandela, on pourrait peut-être trouver des gens qui auront ce halo, comment dirais-je, ou ce charisme de donner conscience. Mais c'est difficile, la République centrafricaine, c'est difficile. Qu'est-ce que vous pensez du rôle de la France en République centrafricaine? Ils sont suiveurs. Avant que les Français arrivent en République centrafricaine, il y avait des troupes tchadiennes de maintien de l'ordre et des troupes congolaises de maintien de l'ordre. L'Afrique s'est tout de suite engagée et impliquée. Il n'a pas attendu que la France arrive. La France donne l'impression qu'ils sont leaders, ils ne sont pas leaders. Je crois il y a une évaluation de la situation en Afrique du Sud qui était peut-être pas tout à fait exacte. C'est extraordinaire, c'est que le président Sassou Nguesso, lors du sommet français où la décision pour la France d'intervenir en Centrafrique a été prise, avait donné un interview à Paris Match. Et la première phase de son interview, il disait justement que ça n'allait pas être aussi facile qu'on le pensait. Mais il va se solutionner avec une solution inter-centrafricaine. Est-ce que vos talents de négociateur politique peuvent s'appliquer aussi en dehors de l'Afrique? Vous avez déjà une expérience en dehors de l'Afrique. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, il y a l'Ukraine, il y a le Pakistan, il y a énormément de crises encore qui agitent le monde. Je suis un négociateur, enfin je peux négocier lorsque d'abord je me trouve dans une situation où je sens que je peux faire quelque chose. Je ne peux rien faire en Ukraine. Je ne connais pas M. Poutine, voilà. Je n'ai pas la capacité d'intervenir en Ukraine. D'autres peuvent le faire peut-être. Mais dans des conflits où j'ai des accès, où en anglais on dit the tools, oui, c'est vrai qu'il y a des choses que je suis d'ailleurs, que je regarde. Qu'est-ce que vous avez gagné de ces expériences en négociant politique, le sentiment d'avoir sauvé des vies. Vous savez, c'est magnifique ça, hein, d'avoir évité des conflits, ou du moins réparé des conflits. Écoutez, on peut pas attendre de la vie quelque chose de plus rewarding que cela. Je veux dire, je peux me regarder dans une glace. Jean-Yves Olivier, est-ce que je peux vous demander ce que vous souhaitez à l'Afrique? Je souhaite une seule chose à l'Afrique, c'est qu'elle soit fière d'être africaine et qu'elle sache qu'elle peut se débrouiller toute seule. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Aujourd'hui, nous avons fait le point avec Jean-Yves Olivier, négociateur en politique et instigateur du complot pour la paix, comme on l'a vu dans le documentaire Plot for Peace. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Jeudi prochain, nous ferons le point avec Joseph Noumazalaï, directeur du Palais des Congrès de Brazzaville, un lieu qui symbolise la tumultueuse histoire d'une République du Congo en marche vers l'émergence.